Et s'il nous le coupait? Si demain, plus de GPS, plus de petits bateaux rouges sur l'écran, plus de position affichée sur la carte, où irions-nous? Saurions-nous encore retrouver notre route? C'est pas juste un scénario de science-fiction. En 2017, le magazine Géo révélait que même l'armée américaine s'y prépare. Les maîtres de la constellation GPS. Parce qu'en cas de conflit mondial, une des premières cibles, ce sont les satellites. Et devinez ce que la US Navy réapprend à ses marins? Le sextant. Oui, en 2025, on enseigne encore aux officiers les bases de navigation astronomique. Vous imaginez l'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions au monde, s'orienter grâce à l'étoile polaire. Alors il est vrai que nous avons aujourd'hui plusieurs systèmes satellites. GPS pour les Américains, Galileo pour l'Europe, GLONASS pour la Russie, Beidou pour la Chine. Nos appareils récents peuvent tous les capter. Et il y a peu de chances que ces satellites disparaissent tous en même temps. Mais il y a d'autres scénarios bien plus probables. Un simple blackout à bord, panne de batterie, un coup de foudre sur le mât, un fil qui lâche, un boîtier GPS qui prend l'humidité. Vous l'avez déjà vécu? D'ailleurs, si vous voulez être sûr de pouvoir retrouver votre route, même en cas de panne totale, j'ai listé 18 conseils que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est en description, ça pourrait bien vous sauver un jour. Maintenant, je vous propose 3 solutions pour ne jamais vous retrouver perdu en mer. Première règle, toujours avoir un plan B. Un GPS de secours, protégé dans une boîte en métal, isolé de la foudre, un téléphone avec une appli GPS et surtout les cartes téléchargées en local ou une tablette en backup si c'est votre traceur principal. Sinon, pourquoi pas une carte marine papier? Au moins elle tombe jamais en panne. Avec un simple GPS, il vous suffit de savoir y reporter une position et un cap. Mais si le problème n'est pas la panne du GPS, mais l'énergie elle-même, si vos batteries meurent, vos instruments ne valent plus rien. L'astuce, c'est d'avoir au minimum une batterie externe, toujours prête, pour rebooster un GPS de secours. Et un petit panneau solaire USB pour prolonger votre autonomie indéfiniment. Avec toutes ces précautions, on devrait s'en sortir, non? Seulement, imaginons maintenant que vous perdiez tout, que l'océan décide de tester vos compétences à l'ancienne. Il existe une autre méthode qui ne tombera jamais en panne. Tenir précisément votre journal de bord. Y noter régulièrement votre position, votre route fond et votre vitesse. Avec ces 3 données, vous pourrez toujours reprendre la navigation à la main. Et un jour, ça m'a sauvé la vie. Une nuit de juin, près du Cap Finistère, en Espagne, le GPS civil n'existait pas. Alors on naviguait avec un récepteur Laurent. Et toutes les 12 heures, il recalculait notre position. Entre-temps, il faisait le point à l'estime. Mais cette nuit-là, mon équipier a oublié d'entrer plusieurs virements dans le Laurent. Et quand j'ai pris mon quart, j'ai relevé un phare, et là j'ai compris. J'ai refait la nave à toute vitesse, grâce au journal de bord. Nous foncions droit sur les récifs, avec 25 nœuds de vent établis. Sans ce journal de bord, je ne serais pas là pour vous le raconter. Et tenir un journal de bord, c'est pas compliqué, ça peut rapporter gros. Vraiment, je vous conseille d'essayer. Et pour aller au bout de ces scénarios catastrophes, supposons maintenant que vous n'ayez plus aucun instrument. Pas de GPS, même pas de compas, de boussole, rien. Vous pensez qu'on entre dans un univers parallèle? Celui du survivalisme et des low-tech? Ne vous moquez pas trop vite, car ce monde pourrait bien être notre futur, et c'est aussi notre passé. Avant le Xe siècle, avant même l'invention de la boussole, les marins trouvaient leur route autrement. Et vous, si on vous parachutait en pleine mer sans aucun instrument, auriez-vous une chance de retrouver la Terre? La réponse est oui, si vous maîtrisez certaines techniques. Le maître absolu dans ce domaine, c'est David Birch, auteur reconnu de plusieurs ouvrages de navigation, dont Navigation de secours. Son sous-titre, Trouvez votre route en mer, quoi qu'il arrive. En apprenant ces méthodes, vous ne pourrez plus jamais vous perdre. Savez-vous qu'au large, pour peu que le vent ou la houle soit constant, vous pouvez vous repérer grâce à l'étoile polaire. C'est facile, car elle indique toujours le nord. Puis, avant que le jour ne se lève, vous en déduisez la direction du vent. L'étoile polaire est au nord, le vent est à l'ouest.
Ou s'il est nord-ouest, il vous suffira de faire du bon plein pour vous diriger vers le nord ou vers l'ouest toute la matinée. Et si le vent tourne, eh ben dans la journée, vous pourrez recaler votre estime sur le soleil. Quand le soleil est au plus haut sur l'horizon, il indique toujours le sud. C'est cet instant qu'on appelle la méridienne en navigation astronomique. Mettons qu'avec tout ça, vous vous dirigiez vers la Terre la plus proche. Mais comment être sûr de ne pas la rater? C'est le moment d'observer attentivement le ciel et l'océan. Des déchets qui dérivent ou des eaux colorées par les rejets des rivières. La houle qui se diffracte étrangement. Des cumulus qui ne se déplacent pas avec les autres nuages. Là, côté là, juste en dessous. Il se dit aussi qu'une hirondelle de mer qui porte un poisson dans son bec se dirige immanquablement vers la côte. Suivez-la? Finalement, avons-nous tant besoin d'électronique? Ben oui. Quand on y a goûté, on n'a plus envie de s'en passer. Un GPS et un traceur de cartes font une grande partie du boulot du navigateur. Ils nous permettent de naviguer en équipage réduit ou même en solo bien plus facilement. Et avec tout ce qu'on vient de voir, la redondance des instruments devrait suffire à nous protéger. Alors, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez besoin d'apprendre à naviguer sans GPS? Êtes-vous réellement prêt à faire confiance à une hirondelle de mer pour vous ramener au port? Dans ce cas, vous vous êtes demandé pourquoi on continue à enseigner la navigation à l'estime? Pourquoi, pour obtenir un permis hauturier, il faut encore savoir tracer une route à la main? Pourquoi, dans les formations avancées de skipper, on apprend encore à naviguer au compas à pointe sèche avec des relèvements? Pourquoi, même dans la marine marchande et militaire, les marins continuent d'apprendre des techniques vieilles de plusieurs siècles? Juste par nostalgie? Et si le vrai danger n'était pas la panne totale du GPS? Réfléchissez bien. Parce qu'on va voir ensemble les véritables raisons pour lesquelles un navigateur d'aujourd'hui veut toujours savoir naviguer sans électronique. Un GPS qui tombe en panne, l'écran s'éteint. Ça, vous ne pouvez pas le rater. Vous mettez alors en service votre tablette de secours et disons que c'est réglé. Maintenant, il y a des défaillances qui sont plus subtiles. Par exemple, si la position affichée est fausse ou juste altérée. Pas sûr que vous vous en rendiez compte. Le GPS affiche toujours une position, tout a l'air normal, pas de gros message d'erreur, aucune alarme, juste une position légèrement décalée. 10 mètres, puis 50, 100 mètres, et vous continuez à naviguer, les yeux rivés sur votre écran. Vous saviez, vous, qu'un GPS peut se tromper? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les satellites. Un GPS fonctionne en recevant des signaux envoyés par plusieurs satellites, mais si l'un d'eux envoie une donnée légèrement fausse, ça arrive, votre position sera fausse aussi. Vous ne le remarquerez pas immédiatement. Quelques dizaines de mètres d'erreur. En pleine mer, c'est vraiment pas grave. Mais si vous êtes près d'une côte, d'un haut fond ou d'un passage étroit, ça peut tout changer. Ensuite, l'atmosphère peut perturber le signal GPS. Les tempêtes solaires, les orages violents, les latitudes élevées où le signal se déforme en traversant l'ionosphère. Et puis, il y a la carte elle-même. La position GPS sur la carto, c'est juste un point qui se déplace. Mais si elle n'est pas à jour, voire fausse. Un banc de sable a bougé, une épave récente n'a pas encore été enregistrée, et vous suivez votre traceur comme si c'était la vérité absolue. Jusqu'au moment où vous entendez un bruit sourd, vous sentez le bateau s'arrêter, et là, il est trop tard. Le vrai problème, ce ne sont pas tellement les pannes totales. C'est qu'on fait trop confiance au GPS. On regarde l'écran au lieu de regarder la mer. On oublie de vérifier avec d'autres repères. Et c'est là que l'erreur devient dangereuse. Parce que si vous ne savez pas recouper les informations, si vous ne savez pas détecter une incohérence, alors vous pouvez naviguer droit vers un récif en toute confiance. Ça, c'est un premier point. Contrairement à ce qu'on croit, même un GPS peut se tromper. Cela dit, c'est rare. Ça arrive une fois tous les 30 000 calculs en moyenne. Et l'erreur ne devrait pas dépasser une centaine de mètres. Est-ce que cela justifie que nous passions des heures à plancher sur le permis hauturier? Je vous laisse en décider. Mais il y a un autre argument beaucoup plus convaincant selon moi. Un GPS, c'est pratique. Ça vous donne une position, une vitesse, un cap, mais il ne fait pas la navigation à votre place. Le GPS ne vous dit pas quand virer ou empanner pour éviter un obstacle. Il ne sait pas si le vent va tourner dans 10 minutes. Il ne vous dit pas comment négocier avec le vent et la houle pour passer le raz-de-sein. Il ne sait pas combien de temps il vous reste avant que le courant vous entraîne vers une zone dangereuse.
Comme l'AIS connecté au GPS ne vous dit pas si le cargo qui arrive en face peut encore manœuvrer pour vous éviter. Regarder un écran, c'est pas naviguer. Et parfois, croire aveuglément à ce qu'il affiche, ça peut mener droit à la catastrophe. Prenez cette histoire racontée par un officier de marine marchande. Un navire de leur flotte s'est échoué alors qu'il était censé être au mouillage. L'officier et son équipe arrivent sur place. Ils passent à côté de la chaîne d'ancre et sous une tension extrême. Ils montent sur la passerelle et là le capitaine leur dit « Ah ben non, on n'est pas échoué, regardez sur l'écran. On est toujours bien à notre place. » Et c'était vrai, sur l'écran, le bateau était toujours à son mouillage. Mais il suffisait de regarder dehors. Tous les autres navires pointaient dans une direction différente. Un simple coup d'œil sur l'eau aurait suffi à voir que quelque chose clochait. Ça vous rappelle quelque chose? Je pense que vous la connaissez. La blague sur l'USS Lincoln. Le commandant d'un porte-avions, persuadé d'avoir affaire à un autre navire, ordonne qu'on dégage sa route immédiatement. Et son interlocuteur répond « Nous sommes un phare ». C'est absurde. Mais pourtant, c'est exactement ce qui se passe quand on fait plus confiance à un instrument qu'à ce qu'on voit autour de nous. Si vous ne faites pas le lien entre ce qu'il affiche et ce qui se passe dehors, vous passez à côté des observations décisives. Le temps nécessaire pour virer de bord avant le danger, l'accélération traîtresse du vent derrière la pointe, la renverse des courants qui va lever une mer casse-bateau dans la prochaine heure, les remous à la surface de l'eau qui indiquent que le banc de sable s'est déplacé en bordure du chenal ou dans le chenal. Ce sont des choses qu'aucun appareil ne peut vous dire. Et vraiment, c'est là que nous avons besoin de connaître les effets de la dérive due au vent et au courant sur notre route pour diriger notre bateau. Surtout quand il s'agit d'un voilier, dont la vitesse n'est pas assez élevée pour que ces effets soient négligeables. Et encore, il est utile de maîtriser l'échelle de la carte, les calculs de hauteur d'eau, et de savoir donner instantanément une position relative à un navire qui ne nous voit pas. L'USS Lincoln, vous me recevez? Je suis à 1,5 mille dans votre ouest. Quelles sont vos intentions? C'est sans doute pour cela que certains loueurs sont rassurés quand vous avez le permis hauturier. Ils se disent que ça augmente leur chance de retrouver leur bateau en bon état plutôt que sous forme d'épave. Je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que quand vous disposez de ces compétences en navigation, vous gardez votre sang-froid beaucoup plus facilement dans les situations tendues. Imaginez que votre grand voile se déchire alors que vous naviguez au près dans un courant traversier, mais votre moteur ne démarre pas, ou alors vous prenez un bout dans l'hélice. Avec le stress, vous pouvez ne plus rien comprendre des affichages des instruments. Alors que si vous êtes initié à la navigation sur carte papier, vos connaissances peuvent vous aider à garder la tête froide. Le traceur GPS continuera de vous dire « Continue tout droit, c'est par là que tu voulais aller ». Mais vous déciderez peut-être de faire demi-tour immédiatement, vous portant sous génois seul, parce que vous savez que vous n'étalerez pas la dérive. Au final, vous serez fier de vous, content d'avoir bien géré la situation. Ça effacera presque la facture de réparation des voiles. Le genre de satisfaction qui sépare un pilote automatique humain d'un véritable navigateur. Peut-être que vous trouvez ça totalement déplacé, narcissique. Mais moi, je trouve que ça fait partie des plaisirs de la navigation. Comme la liberté d'aller où on veut. Une liberté qui s'obtient par l'observation et la connaissance. Une liberté augmentée par l'utilisation de la technologie et par la certitude de pouvoir s'en passer si nécessaire. Ah, et n'oubliez pas, j'ai compilé 18 conseils pour vous protéger si votre GPS vous lâche. Le lien est sous la vidéo. Bonne navigation! Quand t'as la marche de relais, hein, c'est un peu dit, hein.